Debout devant le portrait de ma belle-mère, regardant la lueur vacillante de la bougie projeter des ombres sur son visage blafard, je ne ressentais pas la moindre étincelle de pitié dans mon cœur. Il y a exactement 3 jours, cette femme m'a servi de ses propres mains un bol de dessert aux herbes dans lequel elle avait mélangé une forte dose de somnifère. Elle a laissé la porte de derrière ouverte, puis a engagé et payé 5 malfrats, leur offrant un chemin direct vers ma chambre pour qu'ils abusent de moi. Moi, Chloé, sa belle-fille, qui portait en mon sein la petite fille de son sang. Elle voulait filmer cette scène humiliante pour me forcer à lui céder toute ma fortune de plusieurs millions d'euros, mais elle m'a grossièrement sous-estimée. Dans la pénombre, à la limite de la conscience, j'ai mordu ma langue de toutes mes forces pour reprendre mes esprits, et j'ai fait quelque chose que je considère encore aujourd'hui comme le jugement le plus juste du karma. J'ai assommé sa fille chérie, je lui ai arraché ses vêtements et je l'ai jeté sur le lit à ma place, puis j'ai fermé la porte à clé. Le lendemain matin, lorsque ma belle-mère a défoncé la porte triomphalement pour filmer mon humiliation, c'est sa propre fille de sang qu'elle a découverte, abusée et brisée sur le sol. Son cri terrible a déchiré le silence du matin. Le choc, l'humiliation et la culpabilité étaient trop grands. Elle s'est mordu la langue et est morte sur le coup. Tout le monde a dit qu'une terrible malédiction pesait sur cette maison, mais non, il n'y avait aucune malédiction, seulement l'insondable cupidité humaine qui a creusé sa propre tombe. Permettez-moi de vous raconter comment tout cela a commencé. Je m'appelle Chloé. J'ai 32 ans. Je suis directrice d'une société d'import-export. Je suis née à Lyon dans une famille d'entrepreneurs bien connue. Il y a 4 ans, lorsque mes parents ont perdu la vie dans un tragique accident de voiture, toute la fortune familiale est tombée entre mes mains. Et c'est précisément à ce moment, alors que j'étais la plus perdue, la plus désespérée et la plus faible, que Lucas est apparu. Il était architecte, d'apparence intellectuelle. Il parlait doucement, et il y avait toujours de la sincérité dans ses yeux. Lucas était à mes côtés, s'occupant de chacun de mes repas et de mon sommeil, sans se soucier du fossé financier qui nous séparait. Une fois, il a attendu 3 heures sous une pluie battante juste pour m'acheter mon pain au chocolat préféré d'une petite pâtisserie. J'y ai cru. Je me suis laissé tromper en pensant qu'il était l'amour de ma vie. J'ai décidé de l'épouser, malgré les avertissements de mes amis du monde des affaires. Après le mariage, Lucas a emménagé avec moi dans ma villa de 500 carrés mètres à Neuilly-sur-Seine, un quartier exclusif de Paris. Peu de temps après, il m'a demandé à voix basse la permission de faire venir de province sa mère, Thérèse, et sa sœur, Manon, pour que la maison soit plus joyeuse. À l'époque, je pensais qu'il était de mon devoir de belle-fille de m'occuper de ma belle-mère, et que quelques personnes de plus dans cette immense villa n'était pas un gros problème, mais je me trompais. L'arrivée de la mère et de la sœur de Lucas a été le début d'un enfer sur terre auquel je ne m'attendais absolument pas. Mon Dieu, cette maison est immense, comme un palais. Manon, regarde. À partir d'aujourd'hui, notre vie va changer. Nous n'aurons plus à pourrir dans ce trou humide. Maman, regarde le dressing de cette Chloé. Plein de sacs de marque. Pourquoi en a-t-elle autant? Demain, j'en emprunterai quelques-uns pour mon rendez-vous avec mes copines. Nous sommes une famille. Donc ce qui est à elle est à nous aussi. N'est-ce pas? Prends tout ce que tu veux. Ton frère est maintenant le maître de cette maison. Une femme qui se marie doit confier la gestion de sa fortune à son mari. Bientôt, je dirai à Lucas de reprendre tous les papiers. Car si une femme dirige, elle ruine tout. C'est la conversation que j'ai surprise le premier jour de leur séjour. À l'époque, j'ai pensé qu'elle venait de la pauvreté. La vue d'une telle richesse avait donc suscité leur envie et les avait poussés à tenir des propos déplacés. J'ai décidé de l'ignorer. J'ai acheté des compléments alimentaires coûteux pour Thérèse. J'ai payé les frais de scolarité de Manon dans une grande école privée internationale et je lui ai donné une voiture pour ses déplacements. Je donnais 2000 € par mois à Thérèse pour ses petites dépenses, sans parler du fait que je prenais en charge tous les frais d'entretien de la maison, mais la cupidité humaine n'a pas de limite. Plus elle recevait, plus elle considérait que c'était un devoir. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est quand le comportement de Lucas a changé. Il a commencé à rentrer tard le soir, imprégné d'une odeur d'alcool. Chaque fois que je lui demandais des explications, il se mettait en colère, parlant de la pression au travail et de partenaires commerciaux difficiles. Il a commencé à faire des allusions pour que je mette une partie de l'entreprise à son nom, afin qu'il ait une position plus forte face aux actionnaires, pour que personne ne le voie comme quelqu'un qui vit au crochet de sa femme. Je suis une femme d'affaires. J'aimais mon mari, mais je n'étais pas assez aveugle pour donner l'héritage de mes parents à quelqu'un qui n'avait aucune compétence en gestion. J'ai refusé poliment, et à partir de ce jour,
L'atmosphère dans la maison est devenue étouffante, lourde d'une haine refoulée. La tempête a éclaté un vendredi soir. Un orage violent s'est abattu sur Paris. Le ciel était zébré d'éclairs. Cet après-midi-là, Lucas m'a appelé. Chloé, ma chérie, je dois prendre l'avion pour Marseille ce soir de toute urgence pour régler un problème sur un chantier. Je serai probablement de retour dans 3 jours. Prends soin de toi. D'accord. Mange et repose-toi bien. Maman s'occupera de toi. Je t'aime. Je n'ai eu aucun soupçon. J'ai juste marmonné quelque chose en réponse et j'ai raccroché. Ce soir-là, au dîner, nous n'étions que moi, Thérèse et Manon. La femme de ménage avait pris un jour de congé le matin même, Thérèse prétextant une affaire de famille urgente. L'immense maison est soudainement devenue effroyablement silencieuse. Le dîner s'est déroulé en silence, jusqu'à ce que Thérèse apporte de la cuisine un bol de dessert fumant. « Chloé, ma chérie, mange ça. Tu es si pâle ces derniers temps. Tu travailles beaucoup, et en plus, tu es dans ton 3e mois. Tu dois te fortifier. Je l'ai fait mijoter depuis cet après-midi. C'est une crème aux herbes spéciales et réchauffantes, avec les meilleures herbes que j'ai apportées de la campagne. » J'ai regardé le bol d'où s'échappait une odeur délicate et sucrée. La sollicitude soudaine de Thérèse m'a un peu surprise. D'habitude, elle ne se souciait pas autant de moi, et elle avait même toujours exprimé son mécontentement concernant ma grossesse, car elle voulait que je donne naissance à un garçon, et le médecin avait déterminé que ce serait une fille. « Maman, pose-le là. Je le mangerai plus tard. Je viens de dîner, je suis rassasiée. Oh, quelle princesse! Maman a tant travaillé dessus. Et tu ne le goûtes même pas quand il est chaud. Tu attends qu'il refroidisse. On pourrait croire que tu méprises ce que maman a cuisiné. Manon a raison. Mange-le, tu me feras plaisir. Ne refuse pas mon cœur. Il faut le manger chaud. C'est là qu'il est le plus efficace. Face à leur insistance, je n'ai plus pu refuser. De plus, je ne pensais vraiment pas que ma belle-mère serait capable de quelque chose d'aussi ignoble dans sa propre maison. J'ai pris une cuillère et j'ai commencé à manger. Le dessert était sucré. Mais pour une raison quelconque, j'ai senti un arrière-goût légèrement amer dans ma gorge. J'ai pensé que Thérèse y avait peu, être mise une herbe quelconque, alors je n'y ai pas prêté attention, et j'ai tout mangé sous le regard attentif de la mère et de la fille. Après avoir mangé, je me suis excusée et je suis montée me reposer. À peine avais-je atteint la 10e marche que j'ai été prise d'un violent vertige. Toute la maison tournait devant mes yeux. Mes bras et mes jambes semblaient être en coton. Je n'avais plus une once de force. Mon cœur battait la chamade. Ma respiration est devenue superficielle. Je me suis agrippée convulsivement à la rampe, mais mes paupières se sont alourdies. Et une somnolence m'a envahi si rapidement et si violemment que ce n'était pas naturel. Ce n'était pas de la fatigue de grossesse, c'était l'effet d'une drogue. J'ai lentement commencé à réaliser la terrible vérité. D'un pas chancelant, je suis entrée dans la chambre pour prendre mon téléphone et appeler la police. Mais avant que je puisse le toucher, je me suis effondrée sur le lit. Tout est devenu noir autour de moi. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Je sentais mon corps lourd comme du plomb. Ma conscience flottait entre l'éveil et le sommeil. Je ne pouvais pas ouvrir les yeux. Mes membres étaient paralysés, mais mon ouïe a recommencé à fonctionner. J'ai entendu des pas, le grincement de la serrure et des chuchotements juste à côté de mon lit. Ce produit agit vite. À peine l'a-t-elle mangé qu'elle dort comme une souche. Manon, vérifie si elle est consciente. Secoue-la un peu. Chloé, elle dort comme une pierre. Maman, ce truc de Lucas est vraiment efficace. Je l'ai pincée et elle n'a pas bougé. De Lucas. Les mots de Manon ont été comme un choc électrique. Lucas, mon mari, l'homme qui était censé être en mission à Marseille. Il s'est avéré que c'était lui qui avait fourni à sa mère et à sa sœur le somnifère pour m'empoisonner. Mon cœur s'est serré de douleur. La trahison était plus douloureuse que n'importe quel poison. J'ai serré les dents pour ne pas émettre le moindre son. Je savais que si je révélais que j'avais repris conscience, je mourrais sur le champ. Je devais continuer à feindre l'inconscience pour entendre ce que ces démons prévoyaient. « Bon, tu as déjà appelé les hommes de la balafre ? Dis-leur de passer par la porte de derrière. Je leur ai laissé la clé. Je leur ai écrit. Ils disent qu'ils seront là dans 15 minutes. Maman, tu es sûre ? Et si elle se réveille entre-temps ? Ces bandits sont brutaux. Si elle meurt, on n'aura pas l'argent. Tu es bête ou quoi ? Lucas a dit que ce produit fait effet pendant au moins 8 heures. Que ces 5 bandits entrent et fassent leur affaire. N'oublie pas d'installer la caméra dans le coin de l'armoire. Qu'elle enregistre tout clairement. Demain matin, quand elle se réveillera et verra son corps brisé, et cette vidéo dégoûtante, elle nous suppliera à genoux. Elle n'aura pas d'autre choix.
Elle devra céder l'entreprise et les titres de propriété. Si elle ne le fait pas, je mettrai le film sur Internet. Que le monde entier voit comment elle s'est compromise. Que sa réputation de directrice s'effondre. Une femme enceinte violée n'a pas la force de se battre. Maman, tu es un génie. L'expérience vient avec l'âge. Et qu'adviendra-t-il du bébé dans son ventre? Tant mieux si les bandits sont brutaux et qu'elle fait une fausse couche, on se débarrassera du problème. De toute façon, je ne voulais pas de cet enfant. Le médecin a dit « C'est une fille. Pourquoi aurions-nous besoin d'une fille? Elle ne fait que prendre de la place. Lucas, s'il a de l'argent et du pouvoir, il s'en trouvera une autre qui lui donnera un fils. Bon, va dans le salon et surveille. Quand ils arriveront, conduis-les directement ici. Moi, je retourne dans ma chambre. Je dirai que j'ai pris un somnifère. Demain matin, je jouerai le rôle de la belle-mère inquiète. Chaque mot de la mère et de la fille était comme une dague empoisonnée qui s'enfonçait dans mon cœur. Leur cruauté et leur bassesse dépassaient l'imagination. Il ne s'agissait pas seulement de ma fortune. Elle voulait détruire ma dignité, tuer mon enfant à naître. Et l'homme derrière tout cela, le metteur en scène de cette sanglante mascarade, était mon propre mari. La haine a jailli en moi comme un volcan. Le sang a bouilli dans mes veines. Je ne pouvais pas mourir ici. Je ne pouvais pas les laisser atteindre leur but. Je devais vivre. Je devais me venger. Les pas de Manon et Thérèse se sont éloignés. Puis j'ai entendu la porte de ma chambre claquer. La chambre a été plongée dans l'obscurité. Je savais qu'il me restait moins de 15 minutes avant l'arrivée de ces bêtes. Mon corps était encore lourd comme du plomb. L'effet de la drogue était très puissant. J'ai serré les dents, utilisant toute la volonté d'une mère protégeant son enfant. De toutes mes forces, je me suis mordu la langue. Le goût salé du sang a rempli ma bouche. La douleur aiguë m'a fendu le crâne. Cette douleur était le seul antidote. Elle m'a aidé à retrouver une parcelle de conscience. J'ai glissé difficilement jusqu'au bord du lit. Mes jambes refusaient d'obéir. Je suis tombée avec un bruit sourd sur le tapis moelleux. « Je ne peux pas abandonner », me répétai-je. Centimètre par centimètre, j'ai rampé vers la porte. Dehors, il y avait encore des éclairs. La lueur vacillante des éclairs qui pénétraient par la fenêtre éclairait mon visage pâle et humide de sueur dans le grand miroir. Je ne m'étais jamais vue dans un état aussi pitoyable, mais la peur avait disparu de mes yeux. La flamme de la haine l'avait remplacée. 15 minutes. Le compte à rebours avait commencé. Je savais que si j'ouvrais la porte maintenant et que j'essayais de m'enfuir, dans cet état, je ne sortirais pas de la villa. Manon montait la garde dans le salon, et les 5 bandits entraient par l'arrière. Ils m'attraperaient immédiatement. Je devais trouver une autre voie, une solution plus radicale, plus cruelle, pour leur rendre ce qu'ils m'avaient préparé. Le dos appuyé contre la porte, je haletais l'air frais et pluvieux. Mon regard est tombé par hasard sur la petite caméra que Manon avait cachée sur l'armoire. La LED rouge clignotait, indiquant l'enregistrement. Une pensée folle, audacieuse et cruelle est née dans mon esprit. Elle voulait filmer mon humiliation. Elle voulait une victime sur ce lit. D'accord, je leur donnerai une victime, mais cette victime ne sera certainement pas moi. J'ai collé mon oreille à la fente de la porte. Le bruit de l'orage couvrait la plupart des sons de la maison. Avec mes dernières forces, j'ai doucement tourné la poignée. Un léger déclic. J'ai ouvert la porte. En bas, dans le salon, se trouvait Manon. Elle n'avait aucune idée que la mort se tenait juste au-dessus d'elle. Je savais que c'était ma seule chance. Si je ratais, je perdais tout. Si je réussissais, j'enverrais toute leur famille en enfer. J'ai serré mes mains tremblantes, me préparant à inverser les destins dans l'obscurité de la villa. L'obscurité enveloppait l'immense villa, éclairée seulement par les éclairs qui illuminaient de temps à autre les marches de marbre froid, appuyée contre la porte de la chambre, trempée de sueur froide. Mes jambes tremblaient terriblement, en partie à cause de la drogue qui circulait dans mes veines, et en partie à cause de mon ventre qui se durcissait. Je savais qu'il ne me restait que quelques minutes. Les bandits que Thérèse avait engagés étaient en route. C'étaient des hommes sans scrupules, pour qui seul l'argent comptait. Et cette nuit-là, j'étais leur cible. Je me suis de nouveau mordu la langue. Le sang a rempli ma bouche. Son goût métallique m'a atteint jusqu'au cerveau. La douleur aiguë m'a aidé à conserver les dernières bribes de ma conscience. « Je ne peux pas m'effondrer », me répétais-je. « Ma petite fille a besoin de protection. » J'ai attrapé la lourde statue de bronze qui se trouvait sur l'étagère du couloir. Elle était froide et lourde. Mais à ce moment-là, c'était ma seule arme, ma seule bouée de sauvetage. Je suis descendu furtivement les escaliers. Chaque pas était une torture physique. La drogue avait relâché mes muscles, et ma vision se brouillait par moments. Les marches de pierre tournaient devant mes yeux, comme si elles voulaient me faire tomber.
En bas, dans le salon, la lumière blafarde de la télévision projetait une lueur. Manon était affalée sur le canapé en cuir importé, que j'avais acheté moi-même. Les jambes croisées, un casque sur les oreilles, elle balançait la tête au rythme de la musique. Elle était complètement absorbée dans son propre monde. Ses doigts glissaient sur l'écran de son téléphone. Elle pressait probablement les bandits de se dépêcher. Elle n'avait aucune idée que la mort s'approchait d'elle à pas lents. Qu'est-ce qui leur prend tant de temps? Ils sont si lents. Ils ont dit 15 minutes, et ils ne sont toujours pas là. Je dois les presser. Quand tout ça sera fini, je prendrai ce sac Chanel rose dans le placard de Chloé. Demain, elle sera à peine en vie de toute façon. Elle n'aura pas la tête à ses affaires de marque. Pauvre idiote. Elle a de l'argent, mais elle ne sait pas le garder. On l'a eu comme une enfant. Si Lucas obtient les titres de propriété, je devrais le convaincre de m'acheter un cabriolet. J'ai entendu chacun de ces mots. La colère s'est transformée en une force surnaturelle qui a envahi mon corps. La patience était à bout. Le démon dans mon cœur s'est réveillé. Je me suis glissée juste derrière le canapé. Le tonnerre a couvert mes pas légers. Manon était toujours en train d'écrire, souriant triomphalement. Sans hésitation, sans pitié. J'ai levé la statue et je l'ai frappée de toutes mes forces à la nuque. Le coup était précis et déterminé. Manon n'a même pas pu crier. Son corps a eu une convulsion et s'est effondré sur le canapé. Le téléphone lui a échappé des mains et est tombé sur le tapis de laine. L'écran affichait encore le message qu'elle écrivait au bandit. Je respirais difficilement. La sueur coulait sur mon front. La main qui tenait la statue tremblait, mais mes yeux étaient froids comme de la glace. J'ai tâté son pouls à son cou. Elle était seulement inconsciente, pas morte. C'était suffisant pour mettre mon plan à exécution. Je savais que je devais agir vite. Les bandits pouvaient arriver d'un moment à l'autre. J'ai attrapé Manon par les aisselles et, avec toute la force d'une mère luttant pour sa vie, je l'ai tirée du canapé. Le poids d'une personne inconsciente était énorme, surtout pour une femme enceinte sous l'emprise de la drogue. À chaque marche que je montais en la traînant, je pensais que j'allais m'effondrer. Mais les images du dîner empoisonné, du mari traître et des paroles viles de Thérèse et Manon m'ont donné de la force. Dans la chambre, j'ai jeté son corps inerte sur les draps blancs. La douleur dans mon bas-ventre m'a obligée à m'appuyer contre le cadre du lit. J'ai fermé les yeux en attendant que la crampe passe. « Sois forte, ma chérie », et je murmurai à mon enfant. « Maman va te protéger. Nous allons faire payer cher ceux qui ont voulu nous faire du mal. » Quand la douleur s'est calmée, j'ai arraché les vêtements de Manon et je les ai éparpillés sur le sol. J'ai déchiré le drap, j'ai froissé la couverture et les oreillers pour donner une apparence de chaos. La petite caméra sur l'armoire clignotait toujours en rouge. Un sourire glacial s'est dessiné sur mes lèvres. Cette caméra serait le témoin parfait. Elle enregistrerait la pièce qu'elles avaient elles-mêmes mise en scène pour jeter leur propre fille dans la gueule du loup. Quand j'ai eu fini, j'ai mis quelques-uns de mes vêtements, mon téléphone, les clés et ma carte de crédit dans la poche de mon manteau. Je suis sortie de la chambre et j'ai fermé la lourde porte en chêne à clé de l'extérieur. Cette porte avait une serrure anti-effraction spéciale. Sans clé, il était impossible de l'ouvrir de l'intérieur. Manon était piégée, prête à devenir la proie des bêtes qui approchaient. Je ne suis pas sortie par l'entrée principale. Sachant que les caméras de sécurité auraient pu m'enregistrer, j'ai pris l'escalier de service pour descendre au garage souterrain. Dans le garage sombre et humide, je me suis glissée sur la banquette arrière de mon SUV et je me suis couverte d'une couverture. De là, sur mon téléphone, j'ai lancé l'application pour regarder les enregistrements des caméras cachées que j'avais installées il y a quelques mois. Lorsque j'avais commencé à soupçonner les manigances de Thérèse et Manon, elles n'en avaient aucune idée. Environ 5 minutes plus tard, sur l'écran de mon téléphone, j'ai vu la porte arrière de la villa s'ouvrir. 5 hommes massifs et tatoués sont entrés, leurs manteaux mouillés par la pluie. Ils ont regardé autour d'eux dans la cuisine, puis sont montés directement au 2e étage. Ils ont agi avec détermination, ce qui prouvait que Thérèse leur avait décrit précisément le plan de la maison. Leurs pas lourds sur l'escalier de pierre résonnaient dans le silence de la nuit. Putain, les riches ont des baraques de dingue. La vieille a dit que sa belle-fille est dans la chambre principale au bout du couloir. Allez-y doucement. La vieille dort au premier. Ne la réveillez pas, sinon il y aura des problèmes. T'inquiète, chef. Elle a dit que le produit est si fort que même si tout s'écroulait, elle ne se réveillerait pas. Elle a dit de la traiter durement, pour qu'elle fasse une fausse couche, et de tout enregistrer clairement, pour avoir des preuves pour la forcer à céder l'entreprise. Elle a déjà viré la moitié de l'argent. Le reste viendra après le boulot. On a de la chance ce soir, les gars. De l'argent et du bon temps avec la directrice, tout en un. La porte est fermée, chef. On ne peut pas l'ouvrir, idiot. La vieille a dit que la clé est sous le paillasson. Vérifie plus vite.
Faisons notre boulot et tirons-nous. Par un temps pareil, il vaut mieux ne pas rester ici trop longtemps. Sur l'écran, j'ai vu l'un des bandits soulever le paillasson et trouver le double des clés que j'avais intentionnellement laissées là. Exactement là où Thérèse l'avait dit. La porte de la chambre s'est ouverte, et ils sont entrés comme une meute de hyènes affamées. La porte a claqué. À travers le bois épais, des bruits sourds de chaos, de rires gras et de lutte ont filtré. Manon était probablement encore inconsciente, ou avait repris conscience, mais ils l'avaient ligotée. Ils avaient été payés pour abuser d'une femme sur ce lit. Ils se fichaient de savoir qui elle était, à quoi ressemblait son visage dans la chambre sombre, éclairée seulement par une veilleuse. Ils ne faisaient qu'exécuter un ordre. Dans la voiture froide, recroquevillée, j'ai serré les poings. Je n'ai pas versé une seule larme. Mon cœur était vide et froid comme la glace. Qui sème le vent récolte la tempête. Le châtiment qu'ils avaient voulu m'infliger, à moi et à mon enfant, retombait maintenant sur leur propre sang. J'ai fermé les yeux, la tête appuyée contre le siège en cuir, essayant de normaliser ma respiration. Je devais économiser mes forces, car au lever du jour, une pièce encore plus grande, encore plus cruelle, commencerait. Je montrerai à Lucas et Thérèse que me chercher des noises a été la plus grande et la dernière erreur de leur vie. Pendant toute la longue nuit, l'orage n'a pas faibli, tout comme le chaos dans cette villa de luxe. Recroquevillé sur la banquette arrière, je jetais de temps en temps un œil à l'écran de mon téléphone. La drogue me faisait encore me sentir faible, mais mon esprit était d'une clarté effrayante. À 4h du matin exactement, j'ai vu sur les caméras la porte de la chambre s'ouvrir et les 5 bandits sortir. Ils ajustaient leurs vêtements, l'air satisfait et repu. Ils sont descendus les escaliers, sont sortis par la porte de derrière et ont disparu dans la nuit pluvieuse. Ils avaient parfaitement accompli leur mission criminelle, sauf que leur victime était la fille chérie de Thérèse. Vers 7h du matin, l'orage s'est enfin calmé. Les premiers rayons de soleil ont filtré à travers les grilles de ventilation du garage. Je savais que l'heure du dénouement était arrivée. Sur l'écran du téléphone, j'ai vu la porte de la chambre de Thérèse, au rez-de-chaussée, s'ouvrir. Elle est sortie en pyjama de soie, les cheveux parfaitement coiffés. Son visage rayonnait d'un triomphe qu'elle ne pouvait cacher. Elle s'est étirée et a regardé autour d'elle dans le salon, cherchant Manon. Où a bien pu passer cette Manon si tôt? Je lui avais dit de surveiller les hommes de la balafre et d'aller se coucher. Elle a dû s'endormir quelque part dans une chambre. Peu importe. Je vais aller voir à quoi ressemble ma chère belle-fille maintenant. Dans la tempête d'hier, même si elle avait crié à plein poumon, personne ne l'aurait entendue. Rien que l'idée que cette directrice arrogante, qui m'a toujours regardée de haut, gît maintenant sur le sol, abusée, suppliant ma pitié, me procure une telle satisfaction. Ton argent, ton entreprise, tes titres de propriété. Aujourd'hui, tu me donneras tout. Mon fils Lucas, à partir d'aujourd'hui, sera le maître de cette maison. On verra si quelqu'un osera encore l'appeler un entretenu. Elle marmonnait pour elle-même, chaque mot suintant le venin et la satisfaction. Elle est allée dans la cuisine, s'est servie un verre d'eau, puis s'est dirigée lentement vers l'étage. Elle ne savait pas qu'à chaque pas, elle se rapprochait des portes de l'enfer. J'ai retenu mon souffle, regardant l'écran. La porte de la chambre principale était toujours ouverte. Thérèse s'est arrêtée devant et s'est raclée la gorge bruyamment, prenant la pose de la belle-mère autoritaire sur le point de surprendre sa belle-fille. « Chloé, qu'est-ce que tu fabriques dans cette chambre avec la porte grande ouverte? Une femme mariée qui fait entrer des hommes étrangers dans la maison la nuit. Quelle moralité! Sors d'ici immédiatement. » En disant cela, elle a défoncé la porte avec élan et est entrée. Et là, la scène qui s'est offerte à ses yeux l'a figée sur place. Ma luxueuse chambre ressemblait à un champ de bataille. Les meubles renversés, la literie déchirée et éparpillée sur le sol. L'air était empreint d'une odeur d'alcool, de sueur et de sang. Sur l'immense lit gisait un corps de femme nu et immobile, couvert d'échymoses et d'égratignures. Ses cheveux emmêlés cachaient son visage, et il y avait des taches de sang sur le drap blanc. Oh, dégoûtant! Les hommes de la balafre ont fait du bon travail. Ils l'ont mise dans un tel état. C'est bien fait pour toi, salope. Tu apprendras à respecter ta belle-mère. Elle n'a montré pas la moindre pitié. Au contraire, elle a ri, s'est approchée de l'armoire et a pris la petite caméra. Elle a vérifié l'enregistrement, marmonnant sous son nez à quel point elle était intelligente. Après s'être assurée que tout avait été enregistré, elle s'est approchée du lit et a donné un coup de pied dans la jambe du corps inerte. « Hé, ma belle, lève-toi, assez dormi. Servir 5 hommes a dû t'épuiser. » Alors? C'était bien. Tu portes l'enfant de mon fils et tu fais venir des hommes dans la maison. Voilà la preuve vidéo irréfutable. Et maintenant?
qu'est-ce qu'on fait? Si tu ne veux pas que je la mette sur Internet, que tout Paris voit ton visage, tu ferais mieux de signer les papiers qui transfèrent l'entreprise et la fortune au nom de mon fils. Et ce bâtard dans ton ventre, après la nuit d'hier, il n'est probablement plus là. Et c'est très bien comme ça. On ne veut pas d'un bâtard dans notre famille. Lève-toi et signe. Le corps sur le lit n'a pas bougé. Thérèse a commencé à perdre patience. Elle s'est approchée, a attrapé les cheveux emmêlés et a relevé la tête. Je t'ai dit de... Ces mots sont restés coincés dans sa gorge. La caméra lui a échappé des mains et s'est brisée sur le sol. Le visage qu'elle a vu n'était pas celui de Chloé. C'était celui de Manon, sa fille chérie, sa fille de sang. Le visage de Manon était enflé et couvert d'ecchymoses. Sa bouche était blessée, et ses yeux révulsaient le blanc. Son cou et sa poitrine portaient les marques d'une violence brutale. Manon avait vécu un enfer sur terre, abusée et détruite par les mêmes hommes que sa mère avait engagés. « Manon, Manon, oh mon Dieu, non, c'est impossible !» Le cri de Thérèse était si terrible qu'il a déchiré le silence du matin. Ce n'était pas un cri humain, c'était le hurlement d'une bête blessée. Elle s'est jetée sur le corps abusé de sa fille. Ses mains tremblantes ont touché le visage ensanglanté. Elle a commencé à s'arracher les cheveux. Ses yeux étaient exorbités d'horreur. « Manon, ma petite, pourquoi toi? Pourquoi ces salauds? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Où est Chloé? Où est-elle? Oh mon Dieu, c'est moi qui t'ai tuée. Manon, c'est moi qui t'ai fait du mal. C'est moi qui t'ai fait du mal. » La cruelle vérité a détruit les dernières bribes de sa raison. Elle a compris que le piège qu'elle m'avait tendu s'était refermé sur sa propre fille. La vidéo avec laquelle elle voulait me faire chanter avait enregistré le viol de son propre enfant. Le crime qu'elle avait orchestré s'était retourné contre elle. Elle a serré Manon dans ses bras et a commencé à pleurer follement. Les sons qui s'échappaient de sa gorge étaient effrayants, pleins de chagrin et de désespoir. « Pardonne-moi, ma petite, rendez-la-moi. Lucas, sauve ta sœur. Oh mon Dieu, c'est une punition. C'est la punition de Dieu. » Dans le garage, assise dans la voiture, je regardais l'écran du téléphone sans la moindre compassion. C'était le prix qu'elle devait payer. C'était le karma, instantané, cruel, mais juste. Si cette nuit-là, je n'avais pas été assez consciente, si je ne m'étais pas mordu la langue, c'est moi qui aurais été allongée sur ce lit, abusée, ayant fait une fausse couche et brisée. La douleur de Thérèse n'était rien comparée à la douleur qu'elle voulait m'infliger. Sur l'écran, Thérèse est devenue complètement folle. Elle a lâché le corps de Manon, a reculé, la tête entre les mains. Ses yeux étaient sauvages, vides. Elle marmonnait quelque chose d'incompréhensible. Son corps tremblait. La honte, la culpabilité et la vision de la publication de l'enregistrement ont détruit son esprit. Dans un dernier moment de désespoir, incapable de faire face à son propre crime, elle a rejeté la tête en arrière, a ouvert grand la bouche et s'est mordu la langue de toutes ses forces. Le sang a jailli de sa bouche, tachant le drap blanc. Elle a titubé, a porté la main à sa gorge ensanglantée et est tombée sur le sol, juste à côté du lit où gisait Manon, inconsciente. Son corps a eu quelques convulsions. Ses yeux se sont révulsés, avec une expression pleine de haine et d'horreur, puis elle est devenue immobile. Thérèse a mis fin à sa vie ignoble, en se mordant la langue sur la scène du crime qu'elle avait elle-même créé. Un silence effrayant s'est installé dans la chambre. L'odeur du sang frais se mêlait à l'odeur de la mort et de l'ignominie. Deux corps, l'un celui d'une suicidée, l'autre celui d'une victime abusée, gisaient l'un à côté de l'autre, comme une caricature macabre de la loi du karma. La sanglante mascarade qu'ils avaient si soigneusement planifiée s'était terminée d'une manière qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai éteint l'écran du téléphone et je l'ai mis dans ma poche. Tout était fini. Les démons avaient été punis. Mais celui qui tirait les ficelles, qui avait fourni la drogue et tout orchestré à distance, Lucas, était encore en liberté. Cette pièce n'était pas encore terminée. J'ai ouvert la portière de la voiture et je suis sortie du garage sombre. L'air matinal après l'orage était frais et vivifiant, contrastant avec la pourriture à l'intérieur de la villa. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le 17, le numéro d'urgence. Ma voix était pleine de panique, de tremblements et de sanglots. J'ai joué le rôle de la femme faible qui avait miraculeusement échappé à la mort. « Allô, la police, au secours! S'il vous plaît, aidez-moi. Je m'appelle Chloé. Je suis la propriétaire de la villa au 15, avenue Foch. Cette nuit, des bandits ont fait irruption chez moi. Ils avaient des armes, ils m'ont droguée avec quelque chose. J'ai eu si peur que je me suis cachée sous la voiture dans le garage et j'y suis restée toute la nuit. Ma belle-mère et ma belle-sœur sont toujours dans la maison. J'ai entendu des cris et des bruits. S'il vous plaît,
Venez sauver ma famille. J'ai tellement peur. J'ai raccroché. Je me suis adossée au mur, et un sourire froid s'est dessiné au coin de mes lèvres. L'acte suivant était prêt. Mon cher mari, savoure lentement la surprise que je t'ai préparée pour ton retour de mission. La vraie guerre ne fait que commencer. Tu ne me prendras pas un centime, pas une goutte de sueur, ni ma dignité. À peine 20 minutes après mon appel, les sirènes de la police ont déchiré le silence du quartier. Des lumières bleues et rouges clignotaient sur les murs mouillés par la pluie. 4 voitures de police se sont arrêtées devant le portail, et plusieurs dizaines de policiers, armes à la main, se sont précipités à l'intérieur. Toujours recroquevillé sous le siège de la voiture, j'ai délibérément ébouriffé mes cheveux, déchiré un morceau de mon manteau et me suis griffé le bras jusqu'au sang. Lorsqu'un faisceau de lampes de poche de la police a balayé la vitre de la voiture, j'ai commencé à frapper dessus avec ma main, criant désespérément « Au secours, je suis là. S'il vous plaît, aidez-moi. » La portière de la voiture s'est soudainement ouverte. 2 policiers m'ont aidé à sortir. J'ai fait comme si mes jambes flageolaient et je me suis effondrée sur eux, tout mon corps tremblant comme un oiseau effrayé. J'ai commencé à sangloter. Mes larmes coulaient à flots. Je jouais parfaitement le rôle de la femme enceinte qui a vécu une expérience traumatisante. Les policiers ont rapidement sécurisé la zone. Une équipe m'a conduite dans le salon et m'a couverte d'une couverture. Quelques minutes plus tard, de l'étage, la voix nerveuse des techniciens de la police scientifique s'est fait entendre à la radio. Rapport au commandant, nous avons trouvé 2 victimes dans la chambre principale au 2e étage. La scène est un chaos total. Beaucoup de traces de sang. La femme la plus âgée est décédée. La cause préliminaire du décès est un suicide par morsure de la langue. La femme plus jeune est dans un état critique. Ses blessures graves suggèrent une agression sexuelle. Nous demandons une ambulance sur les lieux immédiatement. Assise dans le salon, écoutant ces rapports froids, j'ai enfoui mon visage dans mes mains et j'ai commencé à pleurer convulsivement, mais derrière mes doigts, mes yeux étaient secs et perçants comme un rasoir. Le scénario de Thérèse, Manon et Lucas avaient complètement dérapé. La flèche empoisonnée qu'ils avaient tirée s'était retournée et s'était plantée droit dans leur cœur. Une demi-heure plus tard, les sirènes des ambulances ont retenti. Le brancard a été rapidement descendu les escaliers. Dessus gisait Manon, son corps couvert d'une couverture. Seul son visage enflé et déformé, et ses yeux vides et grands ouverts étaient visibles. Elle n'était pas morte, mais le reste de sa vie serait certainement pire que la mort. Le corps de Thérèse a été transporté peu après à l'Institut médico-légal. Un inspecteur est venu me voir et, d'une voix calme et professionnelle, m'a demandé les coordonnées de la famille. D'une voix tremblante, je lui ai donné le numéro de Lucas. Le policier a mis le téléphone sur haut-parleur. La sonnerie a été longue. Lucas a rapidement décroché. « Allô, qui est-ce ? Je suis en réunion sur un chantier. Dites-moi vite de quoi il s'agit. »« Bonjour. Je parle à monsieur Lucas, le mari de madame Chloé, propriétaire de la villa au 15, avenue Foch. Nous vous appelons de la préfecture de police de Paris. Une très grave effraction a eu lieu à votre domicile cette nuit. Nous vous prions de revenir immédiatement à Paris pour faire une déposition. Qu'est-ce que vous dites ? Une effraction ? Ma femme. Qu'est-il arrivé à ma femme ? Elle est enceinte ? Protégez-la. » En entendant cette voix paniquée et inquiète, j'ai failli éclater de rire. C'était un excellent acteur. Si j'avais été la Chloé d'avant-hier, j'aurais probablement été émue aux larmes, mais maintenant je savais que derrière cette inquiétude se cachait le triomphe. Il était sûr que c'était moi qui gisais abusée sur le lit, et que son plan de chantage avait réussi. Il se faisait passer pour un mari occupé qui n'avait aucune idée de la tragédie. Votre femme, madame Chloé, a heureusement pu s'échapper et n'a subi aucune blessure. Cependant, votre mère et votre sœur ont été victimes. Madame Thérèse est décédée, et mademoiselle Manon est dans un état très grave à l'hôpital. Nous vous prions de réserver le prochain vol. » Un silence de mort s'est installé à l'autre bout de la ligne. Pendant 10 secondes, aucun son ne s'est fait entendre. J'ai imaginé le visage de Lucas à ce moment-là. Il devait être livide. Son triomphe avait éclaté comme une bulle de savon. Ce n'était pas sa riche femme qui était morte et mutilée, mais sa propre mère et sa sœur. « Monsieur, vous plaisantez, ma mère, ma sœur. Comment est-ce possible ? » »« C'est impossible. Je reviens immédiatement. Je prends l'avion. » Lucas a raccroché brutalement. J'ai continué à pleurer et j'ai donné un scénario parfait à la police. J'ai déclaré qu'après avoir mangé le dessert que ma belle-mère m'avait donné, j'avais eu mal au ventre et que j'étais descendue dans le salon chercher un médicament. Quand j'étais en bas, j'ai entendu quelqu'un forcer la porte de derrière et j'ai vu un homme tatoué avec un couteau à la main.
J'ai eu si peur que je n'ai même pas pu crier. Je me suis juste enfuie par l'escalier de service jusqu'au garage et je me suis cachée sous la voiture. Comme j'avais laissé mon téléphone en haut, je n'ai pas pu appeler la police immédiatement. J'ai dû rester allongée en silence toute la nuit, jusqu'au matin. La police a soigneusement noté ma déposition. Il n'y avait aucune trace d'effraction dans le salon. Les caméras de sécurité du quartier ont confirmé que je n'avais pas quitté la maison. Mon scénario était sans faille. En début d'après-midi, Lucas est apparu au commissariat où j'attendais. Il est entré en trombe dans la pièce, les vêtements froissés, les cheveux en désordre et les yeux injectés de sang. Quand il m'a vu, il s'est arrêté. Son regard était un mélange de peur, de confusion, de suspicion et de haine refoulée. Il s'est approché et m'a agrippé fermement les épaules. « Chloé, tu vas bien? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi maman et Manon? Qui étaient ces bandits? Qu'est-ce qu'ils ont volé? » J'ai commencé à pleurer, enfouissant ma tête dans sa poitrine. Mes larmes de crocodile ont trempé sa chemise. J'ai pleuré et je lui ai frappé la poitrine. « Lucas, j'ai tellement peur, ils sont entrés par effraction chez nous. Si cette nuit-là, je n'étais pas descendue chercher un médicament, je ne serais probablement plus en vie. Maman est morte, et Manon, le médecin, dit qu'elle a des blessures graves et qu'elle est en état de choc. Ce n'étaient pas des hommes, c'étaient des démons. » Lucas m'a serré fort dans ses bras, mais je sentais que son corps était raide comme une corde. Il respirait difficilement. L'inspecteur chargé de l'enquête est entré et a posé un dossier sur la table. « Monsieur Lucas, je vous présente mes condoléances. Nous recherchons activement les auteurs. Cependant, il y a quelque chose de très suspect. Les techniciens ont confirmé que rien n'a disparu de la villa. Le coffre-fort, l'argent, les bijoux sont intacts. Les auteurs ne sont entrés que dans un seul but, une agression sexuelle. Ce n'était probablement pas une simple effraction, mais une vengeance personnelle. Aviez-vous des conflits avec quelqu'un? Des dettes? » Les mots de l'inspecteur ont été comme un coup de marteau sur la tête de Lucas. Il a titubé. Ses mains sont retombées mollement. Son visage est passé du pâle au gris. Vengeance personnelle, dette. Il savait que ces bandits avaient été engagés par sa mère. Mais pourquoi n'avait-il pas attaqué moi, mais Manon? Pourquoi le plan avait-il changé? Il me fixait comme s'il voulait percer mon âme, cherchant des réponses. Mais je le regardais simplement avec des yeux pleins de larmes, une expression d'innocence et d'effroi sur le visage. Je savais qu'à partir de ce moment, Lucas vivrait dans une peur constante, la suspicion et le chaos. Mon jeu ne faisait que commencer. Après la déposition, prétextant un choc psychologique, j'ai dit que je ne pouvais pas retourner dans cette maison ensanglantée. J'ai emménagé dans un appartement de luxe dans le centre-ville. C'était une autre de mes propriétés dont la famille de Lucas ignorait l'existence. Lucas a expliqué qu'il devait rester à l'hôpital. Il devait s'occuper des formalités liées à l'autopsie de sa mère et prendre soin de Manon, qui était sous surveillance spéciale dans le service de psychiatrie. Il se faisait passer pour occupé et endeuillé, mais je savais qu'il avait peur de m'affronter. Il avait peur que je connaisse la vérité, que je lui arrache son masque. Assise dans mon appartement sécurisé, j'ai immédiatement appelé Paul. Paul était mon assistant de confiance, un homme que mon père avait formé et soutenu depuis ses années d'étudiant pauvre. Il était loyal, intelligent et extrêmement perspicace, mon bras droit irremplaçable dans les affaires. À peine 1 heure après mon appel, Paul était déjà dans l'appartement. Voyant mon apparence fatiguée mais mes yeux glaciales, il a su que quelque chose de très grave s'était produit. Paul, utilise immédiatement tous tes contacts et vérifie les finances et la vie sociale de Lucas au cours des 6 derniers mois. Creuse le plus profondément possible. Ne laisse aucun détail de côté, même les casinos illégaux ou les usuriers. Madame Chloé, que s'est-il passé? Ce qui s'est passé à la villa a-t-il un rapport avec Monsieur Lucas? J'ai souri amèrement et cruellement. Je lui ai raconté brièvement tout ce qui s'était passé cette nuit-là, du dessert empoisonné à la conversation surprise, en passant par l'échange des victimes. Quand j'ai eu fini, Paul a serré les poings et les veines de son front ont sailli. « Des salauds sans cœur, s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Je retournerai tout Paris pour trouver le véritable mobile de ces actes. Je ne crois pas qu'un tel entretenu puisse soudainement élaborer un plan aussi cruel. À moins que quelqu'un ne soit derrière lui, ou qu'il soit dos au mur. » 2 jours se sont écoulés. J'étais assise enfermée dans l'appartement, isolée du monde. Lucas m'a envoyé quelques messages vides et faux, demandant de mes nouvelles, écrivant à quel point il souffrait de la mort de sa mère et de l'état de sa sœur. Je n'ai pas répondu. Je fixais l'écran du téléphone, attendant des nouvelles de Paul. Le soir du 2e jour, Paul est revenu avec un dossier épais. « Madame Chloé, s'il vous plaît, regardez ça. »
Lucas n'est pas seulement un traître, c'est un homme vil, criblé de dettes. Son image d'intellectuel travailleur n'est qu'une façade. J'ai pris le dossier et je l'ai feuilleté rapidement. Les chiffres en rouge m'ont sauté aux yeux. Il s'est avéré que depuis un an, chaque fois que Lucas prétextait des voyages d'affaires, il se rendait dans des casinos illégaux à la frontière est. Il était tombé dans le piège du jeu comme un papillon de nuit attiré par la flamme, perdant constamment. Au début, il prenait discrètement l'argent de sa petite entreprise de construction. Quand celle-ci a fait faillite, il a commencé à emprunter à des usuriers. La dette a augmenté à un rythme effrayant. Sa dette actuelle auprès d'un gang dirigé par un certain La Balafre, qui contrôlait les casinos, s'élevait à 300 000 euros. Une semaine plus tôt, il lui avait envoyé un ultimatum. S'il ne payait pas, il lui couperait les 2 mains et ferait un scandale dans mon entreprise. Lucas était dos au mur, c'est pourquoi il a inventé ce plan bestial. J'ai jeté le dossier sur la table, le sang m'est monté à la tête, tout est devenu clair. Les 5 bandits de cette nuit-là étaient les hommes de La Balafre. Non seulement Thérèse les avait engagés pour abuser de moi, mais ils étaient aussi venus comme des collecteurs de dettes. Lucas s'était arrangé avec eux. Il me violait, filmait la scène, puis il utilisait cet enregistrement pour me faire chanter, me forcer à transférer l'entreprise et les biens immobiliers. Quand il obtiendrait ma fortune, il leur paierait les 300 000 euros. Le reste, lui et sa famille le garderaient. Il faisait d'une pierre 2 coups, payer ses dettes et voler sa femme. C'était mon mari, et il était prêt à me jeter aux bandits. Il voulait acheter sa paix et sa richesse au prix de mon humiliation et de ma douleur. Bassesse. Ignominie. Il n'y avait pas de mots pour décrire la nature de Lucas. J'ai pris une profonde inspiration, réprimant une nausée. Paul, rassemble tous les relevés de comptes bancaires, les billets à ordre signés par Lucas, les photos des casinos et toutes les preuves relatives au gang de La Balafre. Discrétion absolue. Pour l'instant, nous ne signalons pas cela à la police. Si nous le faisons maintenant, il n'ira en prison que pour le jeu. C'est trop peu. Je veux qu'il perde tout, que ces bandits le poursuivent. Je veux le voir s'agenouiller, humilié, à mes pieds. Que prévoyez-vous, madame? Lucas est maintenant comme un animal acculé. J'ai peur qu'il ne fasse une bêtise. J'ai caressé mon ventre qui grossissait et j'ai souri d'une manière qui m'a fait peur moi-même. Il voulait me faire chanter et me forcer à signer les papiers. Oui, très bien, je vais jouer son jeu. Demain, ce sont les funérailles de Thérèse. Je m'y présenterai comme une femme désespérée, brisée, qui a besoin de soutien. Je le laisserai croire qu'il m'a trompée, qu'il marche droit dans le piège que je lui tends moi-même. Paul, prépare-moi des documents pour le transfert des pouvoirs de direction de l'entreprise, mais seulement temporairement, et insère-y une clause piège que seul moi peux débloquer. Je ferai de lui un directeur fantoche avec une dette fictive gigantesque sur le dos. Je comprends. Vous voulez retourner sa propre arme contre lui. On verra ce qu'il fera quand il devra affronter les hommes de La Balafre avec seulement une façade de directeur entre les mains. Exactement que les démons se dévorent entre eux. Les funérailles de demain seront la scène parfaite pour commencer cette pièce. Lucas, tu me dois une vie. Je ferai en sorte que tu la paies avec le reste de ta misérable existence. Une atmosphère grise et lugubre régnait au funérarium. Des rubans noirs et blancs pendaient tristement dans les couloirs. Je suis sortie de la voiture de luxe, vêtue d'une robe de deuil noire, sans maquillage, le visage pâle et des cernes sous les yeux que j'avais habilement peints pour paraître insomniaque. J'ai marché lentement, enlaçant mon ventre, paraissant fragile et sans défense. Autour du cercueil de Thérèse, les parents de Lucas venus de province s'affairaient, chuchotant, spéculant sur sa mort soudaine et la folie de Manon. Quand je suis apparue, tous les regards curieux se sont tournés vers moi, mais je les ai ignorés. Mon objectif était unique, Lucas. Lucas était agenouillé en tenue de deuil près du cercueil de sa mère. Il jouait parfaitement le rôle du fils accablé de chagrin. Ses larmes coulaient sur son visage, il sanglotait. Si je n'avais pas connu son vrai visage, je l'aurais cru. Quand il m'a vu, il s'est levé d'un pas chancelant et a couru pour me soutenir. « Chloé, tu es là, tu es enceinte, tu es faible après tout ça. Pourquoi ne te reposes-tu pas à la maison? Je suis si inquiet pour toi. » J'ai frissonné quand sa main sale m'a touchée, mais j'ai rapidement réprimé mon dégoût et j'ai commencé à pleurer, la tête appuyée sur son épaule. « Lucas, j'ai tellement peur quand je ferme les yeux, je vois ces bandits. Maman est morte, Manon est devenue folle. Pourquoi est-ce arrivé à notre famille? Si cette nuit-là je n'étais pas descendue, je serais dans ce cercueil. Je ne veux pas être seule. » Lucas m'a serré fort dans ses bras, me caressant les cheveux. Il a soupiré faussement, plein de calculs.
Tout est fini, je suis à tes côtés. Je te protégerai, toi et notre enfant. La police recherche ces bandits. Ils paieront bientôt pour ça. Je regrette seulement de ne pas avoir été à la maison pour protéger maman et ma sœur. L'assassin m'enlaçait et maudissait ses propres complices. J'ai enfoui mon visage dans sa poitrine, souriant froidement. Mais Lucas, je suis épuisée. Je suis en état de choc. Je ne peux me concentrer sur rien. Il y a des projets importants à l'entreprise. Les partenaires font pression, et la vue des documents me donne le vertige. J'ai peur de ne pas pouvoir maintenir l'héritage de mes parents. À la mention de l'entreprise, Lucas s'est ranimé, a desserré son étreinte et m'a regardé dans les yeux. On y voyait un désir de pouvoir et d'argent qu'il ne pouvait cacher. Chloé, tu es enceinte et traumatisée. Le plus important est de te reposer. Je m'occuperai des affaires de l'entreprise. Je suis ton mari, le père de notre enfant. Je dois t'aider. Signe la procuration pour la direction de l'entreprise. Je m'occuperai de tout, des partenaires, des contrats. Quand l'enfant naîtra et que tu iras mieux, je te rendrai tout. Fais-moi confiance. L'ennemi est tombé de lui-même dans le piège. Il ne savait pas que la procuration qu'il désirait tant cachait une bombe à retardement. Mais les actionnaires sont difficiles. Ils n'accepteront pas facilement une nouvelle personne. J'ai peur que tu sois sous pression. Ne t'inquiète pas. Je suis ingénieur depuis des années. J'ai de l'expérience en gestion. Avec ta signature, personne ne s'opposera. Je fais tout ça pour toi, pour que tu puisses te reposer. Ta santé est le plus important maintenant. J'ai regardé avec dégoût son visage faussement inquiet. Il rêvait du fauteuil de président pour prendre l'argent de l'entreprise et payer ses dettes. Il me prenait pour une femme faible et stupide. Si tu le dis, je te crois. Ce soir, mon assistant Paul apportera les documents, je les signerai et je te donnerai tous les pouvoirs pour la direction et les finances. Aide-moi à traverser cette période difficile. Calme-toi, je te le promets. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Je ne te laisserai pas tomber. Repose-toi. Ton mari s'occupe de tout. Les funérailles étaient lugubres. Mais entre moi et Lucas, une bataille silencieuse se déroulait, qu'il croyait gagner. Lorsque le cercueil de Thérèse a été incinéré, j'ai regardé le feu qui consumait le corps de cette femme cruelle. Elle était morte dans l'ignominie, emportant avec elle la terrible vérité. Sa fille Manon était maintenant dans un hôpital psychiatrique, clouée au lit, criant et se griffant à la vue d'hommes. C'était une punition trop douce. Cet après-midi-là, dans mon appartement, Lucas est apparu, fatigué mais les yeux brillants. Paul avait préparé les documents. J'étais assise sur le canapé, signant chaque page d'une main tremblante. Lucas se tenait à côté de moi, respirant rapidement, les yeux rivés sur mon stylo. Quand j'ai apposé le sceau de l'entreprise, il m'a presque arraché les documents des mains. « Lucas, je te confie tout l'héritage. Sois prudent. Le marché est instable. L'entreprise a quelques crédits renouvelables à rembourser. Vérifie bien la comptabilité. Calme-toi, repose-toi. Je m'occupe de tout. » Lucas est parti précipitamment, expliquant qu'il devait se rendre à l'entreprise. Il ne savait pas que la procuration était truffée de pièges juridiques. Son pouvoir était une illusion. Tous les actifs importants étaient gelés. De plus, j'avais créé des contrats d'achat fictifs avec d'énormes dettes immédiatement exigibles, dont il était personnellement responsable en tant que président. Lorsque la porte s'est refermée, je suis allée à la fenêtre et je me suis servi un verre de lait. Paul s'est tenu derrière moi. Madame Chloé, le poisson a mordu à l'hameçon. Il croit avoir trouvé une mine d'or, alors qu'en réalité, il est assis sur une bombe. Demain, les hommes de la balafre viendront chercher leurs 300 000 euros. On verra avec quoi notre nouveau président payera quand les comptes de l'entreprise seront vides. J'ai bu une gorgée de lait, regardant les rues animées. Laisse-le en profiter encore une nuit. Demain, la vraie pièce commencera. Lucas, le prix de la trahison de ta femme et de ton enfant sera plus élevé que tu ne le penses. Le désespoir ne fait que frapper à ta porte. Tu as ouvert la voie aux bandits dans ma maison, maintenant, je les laisse entrer dans ton bureau. On verra comment tu t'en sors. Tout s'est déroulé exactement comme je l'avais prévu. Lucas trônait maintenant dans le fauteuil du président de mon entreprise, portant des costumes coûteux, marchant la tête haute comme un roi, plongé dans l'illusion du pouvoir et de la richesse. Il ne savait pas que dès l'instant où il a quitté mon appartement, j'ai lancé la prochaine étape décisive pour lui couper toute voie de fuite. Les ennemis laissent toujours des traces, et dans le cas de personnes cupides et bornées comme Thérèse et ses enfants, ces traces sont faciles à trouver. Hier après-midi, après avoir réglé les formalités et récupéré le corps, la police a restitué les effets personnels de Thérèse. Lucas était occupé par la reprise de l'entreprise, il m'a donc autorisé à les récupérer.
Parmi les objets se trouvait le smartphone de Thérèse. Le coin était fissuré, il était probablement tombé quand elle était devenue folle. Thérèse était une femme simple qui venait d'apprendre à utiliser un smartphone. Elle aimait se vanter et tout noter comme preuve. J'étais sûre que toute la correspondance sordide entre elle, Lucas et le gang de la balafre, se trouvait dans ce téléphone. Le seul problème était le mot de passe. Paul est venu me voir avec un jeune homme à lunettes, un expert en récupération de données et en piratage de systèmes de sécurité. Sans un mot, je lui ai posé le téléphone devant lui. Je voulais qu'il pirate le mot de passe à tout prix et qu'il restaure tous les messages, photos et enregistrements supprimés du mois dernier. L'argent n'avait pas d'importance. Le jeune homme s'est mis au travail. Des codes complexes défilaient sur l'écran de son ordinateur portable. Le silence régnait dans l'appartement. J'entendais les battements de mon propre cœur. L'obtention des preuves de ce téléphone était cruciale. Ma déposition sur la conversation surprise n'était qu'une preuve indirecte. J'avais besoin de preuves solides et irréfutables pour que Lucas n'ait aucune chance de se défendre. « Madame Chloé, s'il vous plaît, buvez quelque chose. Vous n'avez pas dormi depuis plusieurs nuits. Ne vous inquiétez pas. La technologie d'aujourd'hui permet de tout restaurer. » J'ai hoché la tête. Environ 2 heures plus tard, le jeune informaticien a appuyé sur la touche entrée et m'a regardé triomphalement. Il avait piraté le mot de passe et restauré toutes les données des applications WhatsApp, Telegram et de la corbeille des photos. Il a connecté le téléphone à la télévision pour que nous puissions tout voir. J'ai serré les poings lorsque les premiers messages sont apparus. C'était une conversation entre Thérèse et Lucas, le jour fatidique. Les mots étaient si cruels et si froids que j'avais l'impression de lire le scénario d'un mauvais film d'horreur. « Maman, le somnifère est dans mon tiroir. 5 gouttes suffisent. Force-la à le prendre ce soir. Seulement quand elle dormira, appelle les hommes de la balafre. Calme-toi, mon fils. J'ai tout prévu. Je lui ai fait un dessert aux herbes. Avec Manon, on la forcera à le manger. Est-ce que ce produit est nocif pour le bébé? Qu'est-ce que ça peut faire? Si ces bandits le tuent, tant pis, ce sera plus simple. Si elle fait une fausse couche, c'est encore mieux. De toute façon, je ne veux pas de cet enfant, une fille. Souviens-toi, maman. Dis-leur de tout enregistrer clairement. Avec cette vidéo, demain, je la forcerai à céder son entreprise. J'ai le couteau sous la gorge. La balafre veut me tuer. Je n'ai pas d'autre choix. Mon pauvre fils, je m'occupe de tout. Quand ce sera fini, on la jettera hors de la maison, je te trouverai une autre femme qui te donnera un fils. J'ai déjà payé 20 000 € d'avance aux bandits. Le reste viendra après le travail. Manon a installé la caméra. J'ai lu avec dégoût. La cupidité de Lucas dépassait toutes les limites. Non seulement il voulait abuser de moi et me voler, mais il était prêt à laisser les bandits me tuer, moi et son propre enfant. Amour moral. Pour lui, cela n'existait pas. J'étais juste un objet de négociation. Madame Chloé, c'est une preuve irréfutable. C'est une incitation au meurtre, au viol et au vol. Avec cette preuve, Lucas ira en prison pour de nombreuses années. Mais ce n'était pas tout. L'informaticien a lu une conversation télégramme entre Lucas et quelqu'un surnommé Tigre. La voix de Lucas était humble et servile. « Monsieur Tigre, s'il vous plaît, donnez-moi encore quelques jours. Le plan est prêt pour ce soir. Vos hommes peuvent entrer. Maman a laissé la porte ouverte. Qu'ils fassent leur affaire avec ma femme et qu'ils enregistrent. Demain matin, dès que j'aurai la signature, je vous virerai immédiatement les 300 000 €. S'il vous plaît, ne touchez pas à mon entreprise pour l'instant. » Fais attention, Lucas. Mes hommes n'aiment pas ce genre de sale boulot, mais comme tu as tellement pleuré, je vais t'aider. 300 000 € de dette plus 50 000 € d'intérêt, soit un total de 350 000 €. Si tu as un jour de retard, je te coupe la main. Ce soir, mes hommes vont s'amuser avec ta directrice. L'enregistrement s'est terminé. J'ai fermé les yeux. Tous les détails les plus vils de leur plan ont été révélés. Ils m'avaient vendu comme une marchandise pour payer leurs dettes. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé Paul. Ma voix était froide et tranchante comme un rasoir. Paul, copie ces données sur 3 clés USB différentes et cache-les dans des endroits sûrs. Nous ne les donnons pas encore à la police. Si nous le faisons maintenant, ils l'arrêteront immédiatement. Ce serait trop facile pour lui. Je ne veux pas qu'il aille en prison si facilement. Je veux qu'il goûte au désespoir, qu'il soit acculé, poursuivi par les mêmes bandits qu'il a engagés. Vous voulez utiliser les hommes de la balafre pour le punir. Exactement. Ils attendent leurs 350 000 €. Ils pensent qu'en reprenant l'entreprise, il pourra facilement retirer de l'argent, mais il ne sait pas que je lui ai tendu un piège gigantesque. Quand il n'aura pas un centime, ces bandits le mettront en pièces.
Je regarderai les bêtes se dévorer entre elles jusqu'à ce qu'ils perdent tout espoir. Alors, je jetterai ses preuves sur la table et je prononcerai le verdict final sur lui. J'ai regardé le ciel qui s'assombrissait. Lucas, c'est toi qui as allumé ce feu, alors maintenant, c'est toi qui vas brûler. Ton court règne sur le fauteuil de président ne sera que le prélude aux profondeurs de l'enfer. Le 3e jour après les funérailles de Thérèse, Lucas est entré au siège de mon entreprise, en costume coûteux, la coiffure impeccable. Il marchait fièrement, comme un roi. À ses yeux, l'entreprise valant plusieurs millions d'euros était déjà la sienne. Il pensait que ma procuration était la clé du coffre-fort. Mais il ne savait pas que 2 jours plus tôt, j'avais secrètement rencontré les principaux dirigeants, des personnes fidèles à ma famille. Je leur avais donné une mission spéciale, créer un labyrinthe financier pour le nouveau président. Lucas s'est assis dans mon fauteuil et a immédiatement fait appeler la chef comptable, Madame Anne. Madame Anne, s'il vous plaît, apportez-moi le rapport sur le solde des comptes et préparez un virement de 350 000 € sur le compte que je vous enverrai tout de suite. C'est un paiement urgent pour un partenaire stratégique. Cela doit être fait aujourd'hui. Lucas pensait que l'argent de l'entreprise était sa fortune personnelle. Il voulait payer, la balafre, le plus rapidement possible. 15 minutes plus tard, Madame Anne est entrée avec un dossier, calme et professionnel. Monsieur le Président, j'ai vérifié la comptabilité. Les comptes de l'entreprise ne disposent actuellement que de 50 000 € pour les dépenses courantes. Nous n'avons pas 350 000 € à virer. Quoi? Une si grande entreprise et seulement ça sur son compte? Vous vous moquez de moi? Où est le reste? Lucas a frappé la table du poing. Il commençait à perdre son sang-froid. Cet argent, c'était sa vie. Monsieur le Président, sur instruction de Madame Chloé, avant de vous remettre la procuration, tous les bénéfices et les fonds de réserve, plus de 5 millions d'euros, ont été placés dans un fonds de gestion de patrimoine fermé auprès d'une banque internationale, comme garantie pour un grand projet d'importation. Selon le contrat, personne, ni Madame Chloé, ni vous, ne peut retirer d'argent de ce fonds avant l'expiration d'un délai de 6 mois, sauf avec l'accord de l'ensemble du conseil d'administration et de la banque. C'est l'annexe de votre procuration. Vous pouvez vérifier. Madame Anne a posé les documents sur la table. Lucas a feuilleté les pages d'une main tremblante. Voyant les clauses complexes bloquant l'accès à l'argent, il est devenu livide. Il a compris qu'il avait une entreprise dont il ne pouvait pas retirer un centime, mais ce n'était pas la fin du piège. De plus, Monsieur Lucas, l'annexe comporte une clause stipulant que la personne qui prend la direction temporaire est personnellement responsable du paiement des obligations à court terme. Aujourd'hui, nous devons payer 3 factures à des partenaires étrangers, d'une valeur totale de 150 000 €. Comme il n'y a pas d'argent sur le compte de l'entreprise, le service juridique vous demande, en tant que président, d'assurer le paiement avec votre patrimoine personnel pour éviter un procès et la saisie des biens de l'entreprise. Quoi? 150 000 € de dette? Pourquoi dois-je en être responsable? Je ne fais que remplacer. Où est Chloé? Donnez-moi Chloé. Lucas hurlait dans le bureau comme un animal acculé. D'une main tremblante, il a composé mon numéro. Pendant ce temps, j'étais allongée dans mon lit, en sirotant un thé. J'ai laissé le téléphone sonner longuement avant de décrocher. J'ai parlé d'une voix faible et fatiguée. « Allô, Lucas, je suis sous perfusion. Le médecin dit que je fais une dépression nerveuse. C'est urgent? Chloé, qu'est-ce que ça veut dire? Quel fonds? Quelle dette de 150 000 €? Pourquoi l'entreprise n'a-t-elle pas d'argent? Pourquoi dois-je payer pour ça? Tu m'as tendu un piège? Un piège? De quoi parles-tu? J'ai commencé à pleurer au téléphone. Lucas, je t'ai dit que la situation était difficile. J'ai dû geler l'argent pour un projet. Et ces dettes, je croyais en tes capacités, qu'en tant qu'ingénieur avec des relations, tu pourrais facilement obtenir un prêt pour rembourser. Je t'ai confié l'entreprise. Je croyais que tu t'en sortirais. Et maintenant, alors que je suis malade, que maman est morte, que ta sœur est devenue folle, tu m'accuses. J'ai la tête qui va exploser. Je ne peux pas réfléchir. Tu es le mari, le président. Trouve une solution. S'il te plaît, ne m'appelle pas. Le médecin me l'a interdit. J'ai raccroché et j'ai retiré la carte SIM. Je savais qu'à l'autre bout, Lucas était en train de saccager le bureau. Il était piégé. Non seulement il n'avait pas obtenu d'argent pour payer sa dette, mais maintenant, une dette fictive pesait légalement sur lui. S'il ne payait pas, mes faux partenaires le poursuivraient en justice. Lucas, tu croyais obtenir ma fortune par la ruse. En affaires, tu es un amateur. Tu voulais être président.
Tiens, on verra combien de temps tu tiendras sur ce siège brûlant avant que le feu des bandits ne te réduise en cendres. Le délai de paiement chez la balafre expirait demain. J'avais hâte de voir comment il jouerait la pièce intitulée « Le chien acculé ». Le matin du 4e jour, une nervosité extrême régnait au siège de l'entreprise. Grâce aux caméras cachées et aux micros que Paul avait installés dans le bureau du président, j'observais tout depuis mon appartement. Lucas était assis à son bureau, le visage gris et les yeux cernés. Après une nuit blanche, il avait tenté sans succès d'emprunter de l'argent. À 10 heures du matin, ce qu'il craignait le plus est arrivé. 5 hommes massifs et tatoués ont fait irruption dans son bureau sans s'annoncer. En tête, un homme chauve avec une cicatrice sur le visage. La balafre. Les gardes de sécurité ont voulu intervenir, mais Lucas leur a fait signe de se retirer. Il était terrifié. La balafre s'est assis en face de Lucas, posant ses pieds sur le précieux bureau en chêne, ses hommes se tenant derrière lui. « Alors, monsieur le président, comment vous plaît votre nouveau fauteuil? Le délai expire aujourd'hui. Où sont mes 350 000 euros? Virement ou espèces ?» Lucas tremblait. La sueur coulait sur son front. Il s'est levé en s'inclinant humblement. « Chef, monsieur la balafre, s'il vous plaît, donnez-moi encore quelques jours. J'ai repris l'entreprise, mais ma femme a bloqué tous les comptes. J'essaie de résoudre le problème. Donnez-moi une semaine. Je vous rembourserai tout, avec les intérêts. » « Tu te moques de moi, petit morveux? Quand tu as emprunté pour le jeu, tu as promis autre chose. Et cette nuit-là, quand j'ai envoyé 5 hommes dans ta villa, tu as dit que l'argent serait là le matin. Oui, mais cette nuit-là, il y a eu des complications. Ma femme s'est enfuie. Celle que vos hommes ont abusée, c'était ma sœur. Ma mère est devenue folle et s'est tuée. Ma famille est brisée. Maintenant, ma femme se fait passer pour folle et m'a chargée des dettes de l'entreprise. Je n'ai pas un centime, s'il vous plaît, ayez pitié. À travers le micro, j'ai entendu chaque mot de sa vile confession. Il a lui-même avoué avoir engagé des bandits pour abuser de sa femme et avoir conclu des affaires louches avec la balafre. Cet enregistrement était le dernier élément parfait pour l'envoyer en prison pour toujours. Belle-sœur à la place de la femme. Mes hommes ont dit qu'il faisait sombre. Ils ont vu une femme sur le lit, alors ils l'ont prise. Comment aurait-il dû savoir que dans votre famille, vous jouez à ces échanges malsains? Mais je m'en fus royalement. Mes hommes ont fait le travail. Tu dois payer. Je me fiche que ta famille soit morte ou folle. 300 000 euros de dette, 50 000 euros pour la peine. Total 350 000 euros. Tu n'as pas d'argent. Alors prépare-toi. La balafre a fait un signe. 2 de ses hommes ont attrapé Lucas et l'ont plaqué contre le bureau. Un autre a sorti un couteau et l'a planté dans le plateau de la table, juste à côté des doigts de Lucas. Lucas a hurlé, en larmes. « Monsieur la balafre, ne me coupez pas les mains. Je vous en supplie, ne me tuez pas. Donnez-moi 3 jours, non 2. Je vendrai les actions. J'emprunterai à quelqu'un d'autre. Je le jure. Écoute-moi, chien. Tu as 48 heures. Si après ce délai, je ne vois pas les 350 000 euros sur mon compte, je ne te couperai pas les mains, je t'écorcherai vif et je te jetterai dans la Seine. Et l'enregistrement de ta sœur, je l'enverrai à tous tes partenaires commerciaux. On verra où tu cacheras ta gueule de président alors. Souviens-toi, 48 heures. » La balafre a giflé Lucas à plusieurs reprises et l'a lâché. Ils sont partis, laissant Lucas sur le sol, recroquevillé comme un ver écrasé. Il pleurait désespérément, se cognant la tête contre le sol, piégé sans issue. Fortune bloquée, dette auprès des gangsters. Une condamnation à mort dont les heures étaient comptées. Assise devant mon ordinateur, j'ai bu mon thé. J'ai enregistré et sauvegardé toute la rencontre brutale. Lucas avait atteint le fond de l'humiliation et de la peur. Mais ce n'était toujours pas assez. Dans 48 heures, lorsque le délai expirera, je refermerai le filet. Je convoquerai un conseil d'administration extraordinaire dans ce même bureau. J'inviterai la police. Je lui montrerai que la femme qu'il voulait détruire appuiera personnellement sur le bouton qui l'enverra en enfer, sans espoir de retour. Le compte à rebours de 48 heures était terminé. Ce matin-là, il pleuvait sur Paris. Le ciel était gris, comme l'avenir de Lucas. Je me suis tenue devant le miroir, j'ai mis du rouge à lèvres rouges et j'ai enfilé un élégant tailleur blanc. Aujourd'hui, j'allais à la guerre. Aujourd'hui, je clouais le dernier clou dans le cercueil de l'homme qui voulait détruire ma vie. J'ai posé ma main sur mon ventre. On y va, ma chérie, voir un bon spectacle. Dans la salle de conférence, tous les actionnaires et directeurs que Lucas avait convoqués étaient réunis. Je savais ce qu'il prévoyait. Dos au mur, il voulait profiter de mon absence pour faire croire à tout le monde que j'étais devenue folle après les récents événements,
me destituer de mon poste et vendre les actions pour payer sa dette. Mesdames et messieurs, merci d'être venus. Comme vous le savez, ma famille a été frappée par une tragédie. Ma femme, Chloé, est en état de choc et mentalement instable. Elle doit être sous surveillance constante. Elle m'a confié la direction de l'entreprise. Mais dans son état irresponsable, elle a bloqué tous les fonds. Je vous demande de voter pour sa révocation de son poste de présidente et de me donner tous les pouvoirs pour sauver l'entreprise de la faillite. Monsieur Lucas, nous compatissons, mais la révocation de Madame Chloé de son poste est une affaire sérieuse. Nous devons lui parler. Vous ne comprenez pas, elle est malade. Le psychologue dit qu'elle est paranoïaque. Si vous ne m'aidez pas, nous perdrons tous notre argent. Vous devez me faire confiance. Je suis son mari. J'essaie de sauver ce navire. C'est au moment où il prononçait ce discours dramatique que la porte de la salle s'est ouverte avec fracas. Je suis entrée, d'un pas assuré et fier. Derrière moi, Paul, les avocats et quelques hommes en civil. Je suis allée droit vers Lucas. Il est devenu livide, a reculé, marmonnant quelque chose sous son nez. J'ai souri brillamment. Excusez-moi pour le retard. J'ai entendu dire que quelqu'un répandait la rumeur que j'étais devenue folle et essayait de voler l'entreprise de mes parents. Ai-je l'air malade? Madame Chloé, vous êtes en bonne santé. Monsieur Lucas a dit que vous étiez dans un état grave. J'ai souri. Vous avez été trompé. Cet homme n'est pas un sauveur. C'est un joueur criblé de dettes, un criminel ignoble. Il vous a convoqué ici pour voler votre argent et le donner aux gangsters. Chloé, qu'est-ce que tu racontes? Tu es vraiment devenue folle. Sécurité, sortez-la. Je me suis approchée et je lui ai donné une gifle retentissante. Il est tombé sur sa chaise, tout le monde était figé. J'ai jeté une clé USB sur la table. Paul, connecte-la au projecteur. Que tout le monde, y compris nos invités derrière la porte, voit le vrai visage de ce respectable président. Sur l'écran sont apparues les preuves de ses dettes. Billets à ordre de 300 000 € au gang de la Balafre. Un tumulte s'est élevé dans la salle, mais ce n'était que le début. Et voici la raison de sa dette. Et quand les gangsters l'ont menacé de mort, il a trouvé un plan génial. Paul a lancé l'enregistrement. Des haut-parleurs, la conversation de Lucas et Thérèse sur mon empoisonnement a retenti. Puis l'enregistrement de la conversation avec la Balafre, où il avoue avoir engagé des bandits. La salle a explosé de colère. Les gens se sont levés, l'ont insulté. Lucas s'est recroquevillé sur sa chaise, tremblant et marmonnant. « Non, ce n'est pas vrai, c'est un photomontage. Elle m'a piégé. Chloé, tu es ignoble, tu veux me détruire pour tout prendre. » « C'est moi qui t'ai piégé ?» Je me suis approchée de lui. « Veux-tu que je passe l'enregistrement d'hier? Comment la Balafre et ses hommes sont entrés dans ce bureau et t'ont mis un couteau sous la gorge? Comment tu as tout avoué et demandé du temps pour tromper ces gens? J'ai remis toutes les preuves à la police hier. » Le jeu est terminé, Lucas. Au mot police, Lucas s'est figé. Il a compris que le filet que j'avais tissé venait de se refermer. Sa pièce avait été brutalement interrompue. Le chaos dans la salle a atteint son paroxysme. Lucas a sauté, essayant de s'enfuir. Mais la porte s'est de nouveau ouverte. 5 policiers sont entrés avec un mandat d'arrêt. « S'il vous plaît, calmez-vous. Nous sommes de la police. Qui est Monsieur Lucas ?» J'ai pointé du doigt. « C'est notre président fantoche. » Monsieur Lucas, vous êtes en état d'arrestation pour incitation au meurtre, tentative de meurtre, organisation de viol, fraude et participation à un groupe criminel organisé. Veuillez coopérer. Les mots du policier ont été comme une condamnation à mort. Lucas est tombé à genoux, a commencé à ramper vers les policiers, suppliant. Je suis innocent. C'était ma mère. C'est elle qui détestait sa belle-fille. Je n'étais au courant de rien. Et les dettes, ce sont eux qui m'ont trompé. Chloé, dis quelque chose. Tu sais que je t'aime. Ces paroles viles ont provoqué le dégoût. Il rejetait la faute sur sa mère morte. C'était un démon sous une peau humaine. Je me suis approchée de lui. Tu m'aimes? Avec ce dîner empoisonné, ces 5 bandits, tes conversations avec ta mère et la Balafre ont été enregistrées et vérifiées. Ta mère est morte, ta sœur est devenue folle. Tout cela est la punition de ta propre bassesse. N'utilise pas les morts pour ta défense. C'est dégoûtant. Lucas a compris que c'était fini. Il a attrapé le bas de mon pantalon en pleurant. Chloé, je t'en supplie, pense à l'enfant. Il ne peut pas avoir un père en prison. Retire tes accusations. Je partirai les mains vides. Je disparaîtrai. Je l'ai repoussé. J'ai souri glacialement. Tu te trompes. Mon enfant aura une mère forte, riche et fière. Il n'a pas besoin d'un père joueur et assassin.
Ton sang sale ne mérite pas d'être rappelé. Et tu ne partiras pas les mains vides. Tu partiras avec une peine de prison à vie et l'enfer qui t'attend. Les policiers l'ont relevé et lui ont passé les menottes. Le cliquetis des menottes a été la plus belle symphonie pour moi. Avant qu'il ne l'emmène, il m'a regardé. Il n'y avait plus que du désespoir et de la folie dans ses yeux. Madame Chloé, merci pour l'épreuve. J'ai une bonne nouvelle. Grâce à l'enregistrement du bureau et à vos informations, nous avons arrêté tout le gang de la balafre au même moment. Ils répondront tous de leurs actes. J'ai hoché la tête. Le filet avait attrapé tout le monde. Lucas a été conduit dans le couloir. Des centaines d'employés l'ont regardé avec mépris. Je me suis tenue à la fenêtre, regardant la voiture de police s'éloigner. La pluie s'est arrêtée. Le ciel s'est éclairci. J'ai ressenti un soulagement. Le cancer que représentaient Lucas et sa famille avait été définitivement enlevé. C'était douloureux, mais nécessaire pour que moi et mon enfant puissions vivre en paix. 6 mois plus tard, au dernier mois de ma grossesse, je lui ai rendu visite en détention provisoire. Pas par pitié, pas par sentimentalisme. Je suis venue lui enlever les dernières bribes d'espoir. À travers la vitre épaisse, je l'ai vu entrer, prisonnier. Je l'ai à peine reconnu. Lucas, l'ingénieur autrefois séduisant, n'était plus qu'une épave humaine, le crâne rasé, amaigri, dans une tenue de prisonnier trop grande. Quand il m'a vu, une étincelle a brillé dans ses yeux, il s'est précipité vers le téléphone. « Chloé, tu es venue. Je savais que tu m'aimais encore. Tu es venue retirer tes accusations. N'est-ce pas ?» J'ai pris le combiné sans émotion. « Je t'aime. Je crois que tu as perdu la tête en prison. Je ne suis pas venue te sauver. Je suis venue te montrer le tableau complet de ce que j'ai moi-même créé à partir de ton plan misérable. » Le sourire a disparu de son visage. « Quoi ? De quoi parles-tu ? Tu te souviens de cette nuit d'orage où tu étais sûre de m'avoir eu ? Tu pensais que ta drogue était si bonne ? Je me suis mordu la langue pour reprendre mes esprits. Et tu sais ce que j'ai fait ? » J'ai souri cruellement. J'ai assommé Manon. Je l'ai déshabillée et je l'ai jetée sur mon lit, puis j'ai fermé la porte à clé. Les bandits de la balafre ont parfaitement accompli leur mission sur ta chère petite sœur. Lucas me fixait les yeux exorbités, peinant à respirer. Non, c'est impossible. C'est toi qui as fait ça. Tu es un démon. Un démon ? J'ai ri. Comparé au dessert empoisonné et aux 5 bandits que vous m'avez envoyés, ce n'était que justice. Tu sais ce que ta mère a vu le matin ? Sa fille abusée. Elle est devenue folle d'humiliation et de chagrin, et elle s'est mordue la langue. La mort de ta mère et la folie de ta sœur sont votre propre mérite. Lucas a hurlé, frappant la vitre de ses poings. Tue-moi! Tu es une sale salope! Tu m'as piégé dans tout, même dans les dettes de l'entreprise. Bravo! Tu as compris. Tu croyais que je te céderais l'entreprise si facilement. J'ai gelé 5 millions d'euros. Et je t'ai laissé une coquille vide et une dette de 150 000 euros pour que tu affrontes la balafre. Et tu sais ce que je t'ai apporté aujourd'hui ? J'ai sorti un certificat médical et je l'ai collé contre la vitre. Ta sœur Manon est dans un établissement psychiatrique fermé. On lui a diagnostiqué une schizophrénie paranoïde. Elle ne guérira jamais. Et toi ? Le gang de la balafre a tout balancé. Mon avocat te prédit au moins 30 ans. Tu auras beaucoup de temps pour réfléchir à la perte de ta mère, de ta sœur et de tout le reste. Chloé, je me suis trompée. Je t'en supplie, pense à l'enfant. C'est mon sang. Il ne peut pas grandir en sachant que sa mère a envoyé son père en prison et a tué sa grand-mère. J'ai caché le document. Mes yeux brûlaient. N'ose pas mentionner cet enfant avec ta bouche sale. Mon enfant saura que son père est mort dans un accident avant sa naissance. Ton sang ignoble ne mérite pas d'être rappelé. Je suis juste venue voir ta chute finale. Je me suis levée, ajustant mon manteau. J'ai regardé l'homme qui sanglotait de l'autre côté de la vitre. Lucas, la pièce est terminée. Je pars d'ici en tant que présidente riche, forte et fière. Et toi, pourri dans cette cage. J'ai raccroché le combiné et je me suis détournée. Derrière moi, j'ai entendu ses cris désespérés et les coups sur la vitre. Je n'ai pas regardé en arrière. En sortant de la prison, j'ai senti la chaleur du soleil sur mon visage. Le vent a balayé les restes du sombre passé. La loi du karma avait fonctionné, cruellement mais parfaitement. Le mal avait été puni. Et moi, une mère, une femme qui avait été poussée au bord de la mort, je me suis relevée seule et j'ai écrasé les démons pour reconquérir une vie merveilleuse pour moi et mon enfant. En franchissant la lourde porte rouillée de la prison, j'ai pris une profonde inspiration. L'air de Paris était frais, le ciel bleu, sans trace de nuages d'orage. J'ai caressé mon gros ventre de 8 mois. Le bébé à l'intérieur a donné un grand coup de pied, comme s'il sentait le soulagement de sa mère.
Tout le fardeau et la haine étaient derrière moi. À partir de ce moment, la vie de ma fille et la mienne étaient claires. Madame Chloé, la voiture attend. Le conseil d'administration vous attend pour approuver l'expansion sur le marché du centre de la France. Les formalités de vente de la villa de Neuilly-sur-Seine sont terminées. L'argent est sur votre compte. Bon travail, Paul. Virez la moitié de l'argent de la vente de la villa à la fondation que j'ai créée pour aider les femmes et les filles victimes de violences. L'autre moitié, investissez-la dans le nouveau projet. Je ne veux pas un centime qui soit lié à cette famille immonde. Cette maison, qui a été le tombeau de mon amour, sera le fondement d'une nouvelle vie pour d'autres femmes. Bien, Madame la Présidente. En ce qui concerne l'affaire, le tribunal a rejeté l'appel de Lucas. La peine de 30 ans de prison a été confirmée. Sa modeste fortune a été vendue aux enchères pour couvrir les dettes. Il est ruiné. Le gang de la Balafre a également été condamné à des peines allant de 15 à 20 ans. La société a été nettoyée. 30 ans, c'est encore une peine légère, mais 30 ans dans une cellule froide. Avec la culpabilité, c'est la pire des punitions. Il pourrira en prison, se souvenant de ce qu'il a perdu. Il se croyait le chasseur, mais il est tombé dans le piège de sa propre cupidité. Madame la Présidente, j'ai reçu un rapport de l'hôpital psychiatrique. L'état de Manon s'aggrave, elle a des crises d'auto-agression. Les médecins diagnostiquent un traumatisme irréversible. Sa conscience est au niveau d'un enfant de 3 ans. Devons-nous continuer à financer son traitement? Arrêtez immédiatement le financement. Je ne suis pas une philanthrope, et il n'est pas de mon devoir de subvenir aux besoins de quelqu'un qui a voulu me détruire. Qu'elle vive de l'aide pour les sans-abri et les malades mentaux. Sa folie est le fruit de son arrogance et de sa cupidité. Œil pour œil, dent pour dent. La loi de la nature n'épargne personne. Quant à Thérèse, sa tombe dans un cimetière anonyme est envahie par les mauvaises herbes. Personne ne lui rend visite. Son fils, pour qui elle a tout sacrifié, purge une peine de 30 ans. Sa fille, qu'elle voulait combler de luxe, est devenue folle. Son plan était si parfait qu'il a détruit toute sa famille. 1 mois après la condamnation de Lucas, j'ai donné naissance à une magnifique petite fille en pleine santé. Quand j'ai entendu son premier cri, j'ai pleuré de bonheur. J'avais traversé l'enfer pour la protéger. Je l'ai appelée Angèle. Je voulais que sa vie soit paisible et heureuse. Angèle porte mon nom de famille. Sur son acte de naissance, la case du père est vide. C'est le meilleur cadeau que je pouvais lui faire. Je l'ai purifiée des péchés de son père. Mon entreprise, après s'être débarrassée de Lucas, a prospéré. Ma détermination et ma force ont suscité le respect des partenaires et des actionnaires. J'ai acheté un penthouse au sommet du plus cher gratte-ciel de Paris. De là, ma fille dans les bras, je regarde la ville illuminée. De cette perspective, la bassesse et la cupidité humaine semblent petites et insignifiantes. Ces jours d'orage sont désormais derrière moi, mais ils m'ont appris quelque chose d'important. La douleur de la trahison et la cruauté de la famille m'ont obligé à changer. J'ai abandonné ma peau de faiblesse et je suis devenu quelqu'un d'autre. Face à la menace de mort, je n'ai pas pleuré. J'ai choisi de me battre, utilisant une logique froide et la force de la loi pour reprendre le contrôle de ma vie. Aujourd'hui, dans mon cœur, il n'y a plus de place pour la haine, seulement l'amour pour ma fille et l'espoir. Mon histoire est une leçon pour toutes les femmes. On nous a appris à être douces et indulgentes, mais l'indulgence n'a de valeur que si elle est appréciée. Quand elle devient l'instrument de la cupidité, elle devient un poison. Chère dame, ne vous permettez jamais d'être dépendante, ni financièrement, ni émotionnellement. La meilleure armure est l'indépendance financière et un esprit clair. Si je n'avais pas eu mon argent et ma position, j'aurais été une épave brisée. N'ayez pas peur d'être calculatrice pour vous protéger, vous et vos enfants. La vie a une balance invisible de la justice, la loi du karma. Ceux qui sèment le mal finiront par le payer. Le dîner empoisonné que ma belle-mère m'a donné est devenu le tombeau de sa famille. L'homme qui a vendu sa femme pourrit en prison. Le mal revient toujours, alors même dans les pires moments, ne perdez pas confiance en la justice. Je ne raconte pas cette histoire pour vous effrayer, mais pour donner de la force à celles qui se sentent piégées. Soyez comme les roses, belles, mais avec des épines, prêtes à blesser toute main sale qui essaie de vous détruire. Chaque orage finit par passer. Après la pluie, le soleil brille toujours. Je vous souhaite à toutes une tête froide, un cœur chaud et une fière indépendance. Soyez en sécurité et heureuse.